merci de votre invitation, c'est un plaisir d'être là, et puis pour débattre de la question importante qui est posée ce soir. Alors, si j'ai bien lu, la question c'est: les fonctionnaires sont-ils indispensables? Alors moi je vais faire durer le suspense, je ne vais pas répondre tout de suite, parce que je vous raconte une surprise, la CGT pourra régler. Non, je plaisante. Non, c'est une question évidemment essentielle. Alors je le dis d'autant plus que les fonctions me conduisent à m'occuper de cette question quasiment à plein temps, pour ne pas dire davantage. Donc elle est essentielle, et en plus je suis très content qu'on puisse se la poser dans des milieux ailleurs que dans le syndicalisme, parce que j'y reviendrai dans mon propos, la fonction publique ce n'est pas le bien des organisations syndicales qui y travaillent. Mais à mon avis, elle ne peut être dissociée, cette question de la fonction publique est-elle indispensable? Parce qu'au fond, les fonctionnaires, dont je suis, dont certains sont avant tout là pour mettre en œuvre et accomplir des missions d'intérêt général pour le compte de toute la population. Donc moi, la première question, à la limite à laquelle j'ai envie qu'on réponde, c'est: est-ce que c'est la fonction publique qui est indispensable? Et à cette question-là, la fonction publique est-elle indispensable? Ou plus largement d'ailleurs, les services publics sont indispensables, même si dans le débat, on pourra peut-être creuser la différence qu'il peut y avoir entre la fonction publique et les services publics. Je réponds oui, sans ambiguïté pour la CGT. Parce que pour la réponse aux besoins fondamentaux, pour les réponses au progrès social, pour l'égalité de traitement de tous les citoyens, moi je crois qu'on n'a rien trouvé mieux que la fonction publique et les services publics. J'ajoute également, parce que là j'enfonce peut-être des portes ouvertes, encore que les libéraux nous disent le contraire aujourd'hui, mais j'ajoute également que lorsqu'on regarde en matière de développement économique et industriel, l'apport des services publics, c'est un vecteur irremplaçable. D'ailleurs, ceux qui nous attaquent, et je pense à un certain nombre de capitalistes, de grandes entreprises étrangères et tout, savent qu'ils peuvent investir en France parce qu'ils trouveront à leur disposition d'ailleurs un certain nombre de services publics qui les aident de manière irremplaçable, etc. Déjà, la France est encore aujourd'hui, je crois, le 2e ou le 3e ou 4e pays à accueillir les investissements étrangers de ce point de vue-là. Donc, un certain nombre de ceux qui sont souvent dans le camp d'en face ne se trompent pas quand ça leur intérêt sur l'intérêt et la fonction irremplaçable des services publics. En revanche, moi je tiens à le dire, et contrairement à ce que d'aucuns nous rabattent les oreilles, le privé, justement, la plupart du temps, il fait moins bien, il fait plus cher, et il agit de manière inéquitable. Et moi, je m'arrêterai juste à 2 exemples qui ont été soulignés pas seulement par la CGT. On a un certain nombre d'exemples de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, ou de ce qu'on appelle les délégations aux services publics. Eh bien, à chaque fois, lorsqu'on regarde la qualité égale de services rendus à l'usager et aux citoyens, à chaque fois, le privé fait pas forcément mieux, il fait souvent moins bien, et en tout état de cause, il fait plus cher pour le citoyen et sa prestation, et donc, faisant plus cher, il traite la catégorisation, et donc il sélectionne celles et ceux de nos citoyens qui peuvent y avoir accès, ce qui me semble, de vos points de vue, contraire à l'idée que je me fais de l'intérêt général. Alors, la politique menée depuis l'arrivée de Sarkozy, la RGPP, alors moi j'ai tendance à appeler ce fameux cible, ce qui est bien avec le R, c'est qu'on peut en faire beaucoup de choses. Donc, recul général pour la population, régression générale pour la population, on peut en faire des tas. C'est ce qui a été mis en place, le grand vocable de Sarkozy quand il est arrivé en 2007, c'est de mettre en place ce qu'il appelle la révision générale des politiques publiques. Sous vocable, il faut que la fonction publique se réforme. Et donc, sous ce vocable-là, justement, je voulais le dire, on a affaire en fait à une politique libérale terrible qui massacre la fonction publique dans tous ses aspects. Emploi, je vais peut-être y arrêter quelques instants, mais c'est vrai aussi de mise en concurrence des services publics, externalisation outrée, installation du privé en lieu et place du service public, etc. Je vais arrêter sur les suppressions d'emplois, mais par exemple, si je donne un exemple sur l'hôpital public, c'est la mise en place, par exemple, de la T2A, la fameuse tarification à l'activité, qui est, de mon point de vue, antithétique de la notion même que je me fais moi de la santé publique et de l'hôpital public. Bref, cette politique que Sarkozy et consorts mettent en place depuis maintenant 3 ans ou 3 ans et demi, pour la CGT, pour moi, ça constitue une formidable régression. Mais, je veux dire que de mon point de vue, cette formidable régression, elle est parfaitement cohérente. C'est-à-dire que je crois, moi je ne ferai pas l'injure à ce que je considère mes adversaires, de penser qu'eux ne pensent pas à ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que même si on peut avoir l'impression des fois que ça va tous azimuts, que ça tape à droite, que ça tape à gauche, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a affaire à une attaque parfaitement pensée,
parfaitement cohérente et qui est sur un substrat qui est idéologiquement absolument réfléchi. Et pour l'essentiel, même si ça peut paraître paradoxal, voire contradictoire, moi je crois que cette politique, elle répond à un double objectif. Et dans le même temps, ce double objectif, c'est réduire l'intervention publique, on vient de le dire, je crois que c'est net, c'est indispensable, c'est indiscutable, mais dans le même temps, c'est la mettre au service, cette politique du service public, et éventuellement la renforcer dans ces endroits-là, quand elle sert les intérêts du capital. Parce que je crois, moi, qu'on a aussi ce double phénomène, donc réduction d'intervention publique, mais en même temps, accentuation ou renforcement de la politique publique, là où il ne sert plus l'intérêt général, mais où il vient au service des intérêts partisans, privilégiés ou du capital. Et pour la CGT, sans se payer de mots, parce que souvent on emploie des formules, etc. Je crois qu'on a affaire véritablement à une attaque sans précédent contre la fonction publique et le service public. Et que je dis sans précédent parce que pour moi, on n'a pas simplement affaire à une attaque quantitative. Bien sûr, elle est terrible quantitativement. Je vais m'arrêter quelques instants, si vous me le permettez, sur les suppressions d'emplois. Mais ce n'est pas simplement du quantitatif. On a affaire à une attaque qualitative au sens justement où elle est pensée. Et je crois, moi, que pour la première fois, on est en phase d'un projet de société en rupture avec les équilibres issus de la libération. Je ne dis pas que les choses n'ont pas changé depuis 46, etc. Je ne dis pas non plus d'ailleurs 46 ou 45 était l'âge d'or qu'il ne fallait jamais dépasser. Mais en même temps, je crois que bon an, mal an, on vivait sur l'idée que ces acquis de la libération, de la notion de service public, prévalaient encore jusqu'à aujourd'hui, en dépit de la crise de 73, etc. Là, moi je suis de ceux qui pensent qu'on est en train d'essayer de nous vendre ou de nous imposer un autre modèle social où la place des services publics et de la fonction publique sera revue totalement et ne sera plus du tout, ou sera même à l'inverse de la logique qui a prévalu, cette logique de progrès qui a prévalu après la Seconde Guerre mondiale. Les exemples, par exemple, des suppressions d'emplois méritent sans aucun doute qu'on s'y arrête quelques instants. Moi, je veux rappeler quand même, parce que je ne sais pas si on l'a bien présent à l'esprit, pour la fonction publique et le fameux dogme d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et n'étant pas remplacé, sur le seul versant de l'État. Vous savez, la CGT, on aime bien dire qu'il y a une seule fonction publique avec trois versants, l'État, la territoriale et l'hospitalière, et non pas trois fonctions publiques. Sur le seul versant de l'État, ce ne sont pas moins, quand même, de 250 000 à 300 000 emplois qui auront été supprimés de 2003 à 2012 si on continue au rythme actuel. Hein, si en 2012, on n'a pas arrêté le bras de Sarkozy et de ses ministres, et on approche de 2012, on tutoiera probablement les 300 000 emplois supprimés. C'est quand même pas rien. Je voudrais qu'on mesure de quoi on parle. C'est-à-dire que, comme le dit un certain nombre, on n'est plus dans l'anecdotique, et là on attaque carrément l'os des services publics et de la fonction publique avec une telle. Et ça a des conséquences aujourd'hui dramatiques. Dramatiques sur les conditions de travail des agents, parce qu'on ne peut pas penser que dans ces conditions-là, en faisant du travail parfois à 50% d'effectifs en moins, etc., on ne peut pas avoir une dégradation terrible des conditions de travail. Je ne veux pas épiloguer, mais on peut éventuellement penser malheureusement à un certain nombre de conséquences dramatiques de ces conditions de travail. Je ne veux pas épiloguer plus longtemps. Mais il y a aussi des conséquences aussi fortes sur la qualité du service public rendu. Parce que comment rendre une qualité de service public toujours meilleure, toujours développée, toujours plus en phase avec les intérêts de la population, dès lors qu'on est beaucoup moins à pouvoir le rendre. Et le bout de la logique, c'est que par ailleurs, on va nous dire demain que les services publics rendent moins bien la qualité de service public, et donc pourquoi ne pas passer ça au privé, etc. Parce que, vous voyez, il y a toute une logique dans ce mécanisme. Bon. Pour moi, aucun argument ne justifie cette politique de radage. Je veux simplement dire, par exemple, puisqu'on nous dit les fonctionnaires ça coûte trop cher. Un des grands arguments, c'est les déficits publics, les fonctionnaires c'est une variable macroéconomique d'ajustement. Je veux simplement dire des chiffres qui ne sont pas souvent dits. De 2000 à 2009, l'ensemble des salaires, des primes, des pensions, c'est-à-dire toutes les retraites de tous les agents de la fonction publique, qu'ils soient à l'État, à l'hôpital ou à la territoriale, c'est 0,8 points de PIB en moins. 0,8 points de PIB, je rappelle quand même que c'est à peu près 15 milliards d'euros. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les fonctionnaires coûtent toujours plus cher. C'est absolument faux dès lors qu'on se rapporte aux richesses créées. Et la CGT souhaite qu'on se rapporte aux richesses créées, parce que les fonctionnaires, et la fonction publique d'ailleurs, ça participe à la croissance des richesses créées. De 86 à 2009, je ne vais pas vous donner trop de chiffres parce que c'est emmerdant, mais l'ensemble des emplois de la fonction publique est passé de 16,6% de la population active à 17,5%. Autrement dit, la progression dans la part de la population active des agents de la fonction publique est vraiment très faible. Elle se joue sur epsilon. Et je veux indiquer ici que cette progression est due uniquement à l'accroissement des emplois dans la territoriale. Et quand on regarde la territoriale,
le phénomène d'accroissement des emplois est pour 70%, plus des 2/3, dû aux emplois supplémentaires mis à disposition de l'intercommunalité. Alors après, on peut discuter. Faut-il de l'intercommunalité? Faut-il maintenir les communes? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais on remarque donc que l'augmentation, en fait, de la population active de la part des fonctionnaires, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a trop de fonctionnaires, ça n'arrête pas de croître, c'est archi faux. Et par ailleurs, l'accroissement, il est dû à un phénomène très identifiable, qui est la création, par les élus politiques qui parfois reprochent d'ailleurs qu'il y a trop de fonctionnaires, hein, pour un certain nombre, par la création d'intercommunalités. Et enfin, juste un mot aussi sur l'international. Que nous dit-on? La France est complètement au-delà des normes de l'international. Il n'y a qu'en France qu'on est, pour reprendre l'expression d'un camarade de RMC, soviétoïde, etc. etc. C'est un journaliste, Jacques Cotin en parlera mieux que moi. Simplement, moi je veux simplement rappeler des choses qui n'ont pas été là publiées par la CGT, mais par le Centre d'analyse stratégique, qui est l'ancien commissariat au plan que Sarkozy a justement viré. Une étude publiée en 2008 montre que sur 11 pays, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède, les États-Unis, la Belgique, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, le Japon et la Nouvelle-Zélande, des pays développés, pointent au contraire des éléments instructifs. Ces 11 pays qui avaient tous effectué effectivement des compressions d'effectifs de manière massive dans leurs administrations dans la première décennie des années 80, eh bien, tous ces pays, sauf l'Allemagne, ont aujourd'hui plus d'agents dans l'administration qu'ils n'en avaient avant leur suppression d'emplois. Autrement dit, ce qu'on nous dit sur ces suppressions d'emplois ailleurs dans les pays développés que la France est, c'est archi faux. La seule différence sur laquelle on pourra s'arrêter, c'est le fait qu'en France, il y a un statut des fonctionnaires acquis de la libération qui n'existe pas la plupart du temps dans un certain nombre de pays. Et je rappelle aussi, et c'est cette étude qui le rappelle, que le taux d'administration de la France est certes dans la moyenne haute, mais uniquement dans la moyenne des pays développés, avec 93 emplois pour 1000 habitants, proche du Royaume-Uni, mais en deçà du Canada et près de 2 fois inférieur au Danemark. Donc, tout ça pour dire que les arguments dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps, etc., et les anciennes que nous tiennent nos libéraux, ne tiennent pas la route lorsqu'on les regarde de manière un peu objective. On voit bien un peu partout, en fait, qu'on essaie aujourd'hui, en plus de faire payer la crise du système capitaliste, aux salariés en général, et aux services publics en particulier. Je ne vais pas développer sur Grèce, Espagne, etc., etc. Ça nous emmènerait trop loin. Cela repose, me semble-t-il aussi, avec acuité et urgence, la nécessité de se poser la question d'une autre répartition des richesses créées. Parce que je crois que le cœur du débat aussi, il est là-dessus. C'est d'autant plus prégnant pour les services publics et surtout pour la fonction publique, que la fonction publique, et lorsqu'on parle de fonction publique, elle est surtout financée par des ressources publiques, justement. C'est une logique, j'en pose peut-être une porte ouverte où je dis altruisme, mais c'est bien ça la question. Et donc, se poser la répartition des richesses créées me semble indispensable si on veut aujourd'hui répondre à un autre argument, qui est de dire on ne peut plus payer les fonctionnaires à la fonction publique, ça coûte trop cher, etc. Je crois qu'il faut tordre le cou également au fait que la seule façon de réduire les déficits publics, et moi je ne suis pas opposé à ce qu'on les réduise, on peut débattre par ailleurs de ce que c'est qu'un déficit public, hein, mais même si on veut les réduire, et on doit les réduire, que la seule moyen de le faire, c'est la compression ou l'amputation des dépenses publiques. Moi je m'inscris en faux contre cette évidence qui est tout sauf une vérité. Moi, je pense qu'il faut, dans la CGT, accroître les ressources. Alors, je ne vais pas être très long, vous avez eu un débat sur la fiscalité donc l'année dernière, mais enfin quand même, moi je note que contrairement à ce qu'on nous dit, les dépenses publiques ne freinent pas la croissance, bien au contraire. D'ailleurs, si on se livre à une analyse un peu intéressante, on s'aperçoit que dans la période 90-2000, où les dépenses publiques ont grimpé dans le PIB, la croissance était en moyenne sur ces années-là de 2,5%. On a fait descendre les dépenses publiques dans la deuxième décennie et la croissance a baissé. Donc il y a quand même ceux qui nous disent que les dépenses publiques sont un frein à la croissance ne tiennent pas compte des chiffres réels. Par ailleurs, je rappelle que la dépense des administrations en France représente 1/4 de la croissance annuelle. C'est-à-dire que ce que dépensent les administrations, ça participe pour 1/4 de la croissance, la moitié venant de la consommation des ménages. Vous voyez ce qui reste pour les capitalistes et les intérêts, etc. Moi, je crois qu'il faut aussi tordre le cou au problème du taux de prélèvement obligatoire. On n'arrête pas de nous dire le taux de prélèvement obligatoire en France est insupportable. Mais moi, je dis que non. Je dis d'ailleurs que la notion même de prélèvement obligatoire est une fumisterie, une tarte à la crème. Moi, je suis pour des prélèvements obligatoires, même à 80% s'il le faut, parce que pour moi, les prélèvements obligatoires, c'est en fait des dépenses socialisées. C'est ça la vérité. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, la Hollande, si au Royaume-Uni et en Hollande, par exemple, leurs dépenses de retraite ou de santé étaient prises en charge de la même façon que nous par des organismes de sécurité sociale et par donc le salaire socialisé,
on s'apercevrait que ces pays ont des taux de prélèvement obligatoire supérieurs à la France. Et donc le taux de prélèvement obligatoire, c'est simplement qu'est-ce qui est pris en charge par la socialisation des moyens, etc. Et donc c'est ça le vrai débat qu'il faut avoir. Est-ce qu'on croit qu'aux États-Unis, qui dépensent plus que nous par ailleurs en matière de santé, hein, il y a plus de dépenses de santé aux États-Unis par rapport au PIB qu'en France. Simplement la grande différence, c'est qu'aux États-Unis, on se soigne selon qu'on est riche ou qu'on est pauvre, et qu'il n'y a pas de... C'est ça les différences, et c'est ça, à mon avis, le vrai débat de société sur la notion de prélèvement obligatoire. Et puis, je ne vais pas être très long, je crois aussi qu'il faut se poser la nécessité d'une réforme fiscale de fond, une véritable réforme fiscale, productrice d'équité, qui est aujourd'hui indispensable, possible et incontournable. Alors oui, je vais arrêter là. En conclusion, c'est un scoop. Pour la CGT, les fonctionnaires sont indispensables. Plus largement, d'ailleurs, les agents des services publics le sont. Donc on doit pouvoir tomber d'accord, effectivement. Pour l'accomplissement des missions vitales pour la population. Et j'ajoute qu'il faut aussi se poser la question du statut. Parce qu'une des grandes différences avec les autres pays, c'est qu'en France, il y a un statut des fonctionnaires. Et moi, je crois qu'il faut qu'on prenne en compte le fait que le statut des fonctionnaires, avant tout, et les droits des agents de la fonction publique, c'est pas pour les agents de la fonction publique que c'est important. On s'en fout à la limite. Moi, je suis pas là pour défendre des précarés, même si bien sûr mon job, c'est de défendre les intérêts des salariés que j'en présente. Mais l'intérêt et l'importance du statut des fonctionnaires, c'est que c'est avant tout une garantie pour le citoyen. C'est pour ça qu'il est créé, c'est pour ça qu'il est fondamentalement aujourd'hui encore novateur. Parce que un agent de la fonction publique qui a des droits, c'est un agent qui peut accomplir ses missions de manière impartiale et neutre et qui n'est pas en voûte ou en but aux pressions clientélaires, discriminatoires et qui peut se poser éventuellement à des ordres manifestement illégaux, etc. etc. Voilà, moi je finirai juste en disant les services publics et la fonction publique pour la CGT, c'est l'affaire de tous, c'est-à-dire c'est pas l'affaire, moi bien sûr c'est mon job encore une fois tous les jours, mais nous on doit insister, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous et avant tout des citoyens. Et c'est pourquoi je me réjouis d'être parmi vous, parce que je pense que c'est ensemble, dans des actions citoyennes justement, que nous pouvons les sauver. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces vraies questions, il faut les sauver, les moderniser, parce que je crois qu'il y a une nécessité de toujours répondre à l'adaptation des besoins de la société, et surtout les développer, parce que je suis ceux qui pensent qu'au contraire de la politique que vous avez menée, on a besoin aujourd'hui de plus de fonctions publiques, de plus de fonctionnaires, il faut créer des emplois là où c'est nécessaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marc.